Le 7 octobre 1571, la plus grande bataille navale que le monde ait jamais vue éclate dans les eaux grecques du golfe de Patra. Des centaines de galères s'arrachent les unes aux autres à coups de canon, à coups de lance, à coups de couteau. Des milliers d'hommes brûlent ou se noient, la mer est rouge. Et pendant ce temps, à Paris, le roi de France signe des documents d'État et reçoit des ambassadeurs. Il n'envoie pas un seul navire, pas un seul soldat, pas un seul écu. Voilà le scandale que l'Europe catholique ne lui pardonnera jamais. Une puissance qui se réclame du titre de fille aînée de l'Église, c'est ainsi que les rois de France aimaient s'appeler, refuse de défendre cette même Église au moment précis où la chrétienté se bat pour sa survie en Méditerranée. Et ce n'est pas par lâcheté, ni par faiblesse, ni par ignorance. C'est un choix froid, calculé, réfléchi. Pendant que les galères espagnoles et vénitiennes s'emparent de la flotte ottomane et libèrent des milliers de galériens chrétiens enchaînés depuis des années, la France entretient à Constantinople un ambassadeur dont la mission est précisément de maintenir le lien avec le sultan Sélim II, l'ennemi que tous ses voisins sont en train de combattre. La vérité est la suivante. Au moment de la bataille de Lépante, la France est officiellement alliée de l'Empire ottoman depuis près de 40 ans. Et cet arrangement, que l'Europe appelle en chuchotant l'Alliance impie, n'est pas un accident diplomatique. C'est le fondement de toute la politique étrangère française depuis que François Ier s'est retrouvé prisonnier de Charles Quint et a décidé que survivre valait mieux que croire. Ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, c'est l'histoire de ce choix. Pourquoi un roi très chrétien a-t-il décidé de s'allier avec le plus grand souverain musulman du monde ? Pourquoi cette alliance a-t-elle conduit la France à rater le rendez-vous le plus important de la Méditerranée au XVIe siècle ? Et pourquoi, au fond, cette décision absurde et scandaleuse est-elle peut-être l'acte fondateur de la diplomatie telle que nous la connaissons encore aujourd'hui, où les alliances ne reposent plus sur la foi partagée, mais sur les intérêts partagés. Avant de plonger dans cette histoire qui va renverser quelques certitudes, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime si vous aimez déjà ce que vous lisez, pour ne pas manquer les autres récits que nous explorons chaque semaine. Et dites-nous en commentaire, de quelle ville venez-vous ? Quelle heure est-il chez vous en ce moment ? Vos réponses nous réchauffent le cœur. Revenons maintenant à la scène du crime, parce que tout commence bien avant Lépante. Tout commence avec une défaite, une humiliation, et une idée qui, au premier regard, paraît complètement folle. Imaginez la France au début du XVIe siècle comme une maison cernée de toutes parts par le même voisin. À l'est, les possessions allemandes de l'Empire des Habsbourg. Au sud, l'Espagne. Les royaumes italiens sous contrôle espagnol, la Sicile, Naples. Au nord, les Pays-Bas, également sous la coupe de Charles Quint. Et sur les mers, la flotte génoise, alliée de ce même empire. François Ier, roi de France depuis 1515, est un homme de la Renaissance. Brillant, cultivé, ambitieux, passionné d'Italie et de gloire militaire. Il s'est battu pour Milan, pour le nord de la péninsule, pour l'influence en Méditerranée. Et pendant 10 ans, la rivalité entre lui et Charles Quint a façonné la politique de toute l'Europe. Puis vient Pavie. Le 24 février 1525, François Ier mène le siège d'une ville lombarde. Il est à la tête de son armée, en plein champ de bataille, comme le roi chevalier qu'il est. Ce matin-là, l'armée impériale surprend les Français, perce leurs lignes, retourne la situation en l'espace d'1 heure. La cavalerie française s'embourbe. Les arquebusiers espagnols tirent dans les rangs royaux. Et François Ier, qui refuse de fuir parce qu'un roi chevalier ne fuit pas, continue de se battre au milieu de ces hommes qui tombent les uns après les autres, jusqu'au moment où, blessé, sans cheval, il est fait prisonnier. Le roi de France est captif de l'empereur. Ce qui suit est une lettre qu'il écrit à sa mère, Louise de Savoie, régente du royaume en son absence. Elle est devenue célèbre cette lettre, mais ce que la postérité a retenu, « De toute chose ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve », est en réalité bien plus désespéré que ces quelques mots ne le laissent paraître. Charles Quint tient le roi de France en Espagne. Il exige des concessions territoriales gigantesques. La Bourgogne, l'Artois, les prétentions sur l'Italie. François résiste, refuse, négocie. Il finit par signer le traité de Madrid en 1526. Mais dans le secret, devant notaire, il annonce que ce traité est signé sous la contrainte et qu'il n'a donc aucune valeur. Il rentre en France libre, mais ses 2 fils aînés, âgés de 7 et 6 ans, restent en otage en Espagne. 2 fils de rois, 2 enfants, retenus en Espagne comme garantie d'un traité que leur père vient secrètement d'annuler. C'est dans ce contexte,
d'encerclement total, d'humiliation profonde, de fils prisonniers, que Louise de Savoie fait quelque chose d'extraordinaire. Tandis que son fils est encore captif à Madrid, elle envoie 2 émissaires en secret à Constantinople, vers Soliman le Magnifique, vers le sultan qui vient de s'emparer de Belgrade et qui avance inexorablement vers la Hongrie, menaçant le cœur même des possessions des Habsbourg. Sa proposition est simple. Attaquer Charles Quint depuis l'Est, pendant que nous l'attaquons depuis l'Ouest. La France et l'Empire ottoman, dos à dos, contre le même ennemi. Quand on imagine ce moment, une régente française, mère d'un roi captif, envoyant en secret des messagers vers le plus puissant souverain musulman du monde pour lui demander d'attaquer l'Occident chrétien par derrière, on mesure à quel point la situation est devenue désespérée, et à quel point aussi elle est devenue lucide, parce que Louise de Savoie ne se fait aucune illusion sur la nature du pouvoir. Elle ne demande pas à Soliman de défendre le christianisme, elle lui demande de défendre les intérêts de la France. Ce sont 2 choses entièrement différentes. Et c'est précisément cette distinction entre l'intérêt national et la solidarité religieuse qui va changer la diplomatie européenne pour toujours. Ce premier contact de 1525 ne produit pas immédiatement une alliance formelle. Les Ottomans sont méfiants. Ils ne sont pas habitués à ce que les puissances chrétiennes viennent frapper à leur porte avec des propositions de ce genre. Et François Ier lui-même hésite. Libéré en 1526, il a dû en échange épouser Éléonore d'Autriche, sœur de Charles Quint. Se rapprocher ostensiblement du sultan dans ces conditions risque de faire exploser une situation diplomatique déjà très fragile. Mais les mauvaises nouvelles s'accumulent. Charles Quint reprend ses pressions. Les guerres d'Italie reprennent. La France est encore une fois sur la défensive. Et François Ier comprend que les alliances traditionnelles, les pactes avec les Anglais, les Vénitiens, les princes allemands, ne suffisent pas. Il lui faut quelque chose de plus grand, de plus inattendu, de plus dérangeant. En 1535, il envoie à Constantinople son ambassadeur Jean de la Forêt avec une mission très précise. Officiellement, négocier des avantages commerciaux. Secrètement, organiser une offensive coordonnée contre Gênes, la principale base maritime des Habsbourg en Méditerranée. Jean de la Forêt a dans ses bagages des instructions militaires que personne ne doit voir, et il emporte quelque chose d'autre encore, quelque chose qui va changer la géographie diplomatique du monde. La promesse d'une ambassade permanente française à Constantinople. C'est là que tout bascule. Avant ce moment, les relations entre États chrétiens et Empire ottoman se font par des émissaires ponctuels, des marchands, des intermédiaires flottants. Il n'existe pas encore de représentation permanente française auprès du sultan. Jean de la Forêt sera le premier ambassadeur résident de France à Constantinople. Quand il s'installe dans une savonnerie de Galata, de l'autre côté de la Corne d'Or, et qu'il fait flotter les couleurs de France devant le quartier général du plus puissant souverain du monde, il est en train d'inventer quelque chose, l'ambassade moderne. L'idée qu'un État peut maintenir en permanence un représentant auprès d'un autre État, même si cet État est l'ennemi de tous ses alliés, même si cet État est d'une autre religion, même si cet État est l'incarnation de tout ce que votre civilisation est supposée combattre. En 1536, les capitulations sont signées. C'est ainsi qu'on appelle ce traité. Du mot latin capitula, les chapitres d'un accord. Et son contenu est proprement révolutionnaire pour l'époque. Soliman offre aux navires français le droit de commercer librement dans tous les ports de l'Empire ottoman. Il garantit aux Français le droit de pratiquer leur religion sur le territoire du sultan. Il confie même à la France, ironie absolue, la protection des lieux saints et des chrétiens vivant dans l'Empire. Le roi très chrétien devient le protecteur officiel des chrétiens d'Orient chez le sultan des musulmans. En échange, la France s'engage tacitement à ne pas rejoindre les croisades ou coalitions contre l'Empire ottoman. Le pape Paul III est horrifié. L'Europe entière est scandalisée. Les chroniqueurs du temps appellent cette alliance impie. Un ambassadeur de Charles Quint écrit à son maître « Le roi de France a contacté le sultan par un chemin espagnol, lui demandant de faire la guerre à l'empereur en Italie et lui promettant d'être à ses côtés. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Comment un roi qui se réclame du Christ peut-il s'allier avec celui qui se réclame du prophète? Comment la France, héritière de Charlemagne, peut-elle serrer la main du sultan? La réponse de François Ier, et c'est là que la modernité commence, est d'une clarté absolue. L'Empire ottoman est un État comme un autre. On s'allie avec lui, on fait du commerce avec lui, on coordonne une politique étrangère avec lui, exactement comme avec n'importe quel autre État, en fonction des intérêts réciproques.
La religion n'a rien à voir là-dedans. L'intérêt national, lui, a tout à voir. C'est une pensée qui, en 1536, est révolutionnaire. C'est une pensée qui, aujourd'hui, nous semble tellement évidente que nous peinons à imaginer qu'elle a un jour été scandaleuse. Mais elle l'était, profondément. Et la France est celle qui l'a formulée la première. Quand on dit que l'alliance franco-ottomane était d'abord politique et commerciale, il faut pourtant comprendre que très vite, elle devient aussi militaire. Terriblement, visiblement, scandaleusement militaire. Soliman le Magnifique, appelé ainsi par les Occidentaux le législateur par ses propres sujets, règne depuis 1520 sur un empire qui s'étend de Bagdad jusqu'aux rives du Maghreb, des Balkans jusqu'à la mer Rouge. C'est le 10e sultan ottoman, et vraisemblablement le plus remarquable. Il n'est pas seulement un conquérant, il est un législateur, un architecte, un mécène. Sous son règne, la mosquée Süleymaniyye s'élève à Constantinople, les murs de Jérusalem sont restaurés, le code pénal de l'Empire est refondu. Il inspire à la fois la terreur et l'admiration. Et quand François Ier lui écrit pour la première fois, Soliman lui répond en l'appelant « mon frère ». Ce titre, accordé à un souverain chrétien par le commandeur des croyants, est en lui-même un acte politique majeur. Pour Soliman, l'alliance avec la France a une valeur tactique évidente. Avoir un allié à l'ouest pendant qu'il mène ses campagnes à l'est et au nord. Mais aussi une valeur symbolique que l'on oublie souvent. L'Empire ottoman est entouré de souverains chrétiens qui parlent de croisade. Un allié dans le camp adverse, un roi qui vient frapper à sa porte avec des propositions de coopération militaire, c'est une reconnaissance de son rang dans le concert des puissances qui le flatte autant qu'il le sert. Et il le montre. Le représentant de France à Constantinople est reçu à égale dignité avec le grand vizir. L'ambassadeur peut accompagner personnellement Soliman lors de ses campagnes militaires. Un privilège qu'aucun autre envoyé étranger ne partage. Quand l'exclusivité de ce privilège du sofa est un instant retiré à l'ambassadeur français sous Louis XIV, cela déclenche une crise diplomatique que Paris traite comme une affaire d'État. C'est dire à quel point la relation est dense, complexe et réelle. Et elle se concrétise de façon spectaculaire. En 1536, une escadre française s'allie à des galères ottomanes de Barberousse pour attaquer les Baléares espagnols. En 1538, les deux flottes coordonnent des opérations en Méditerranée. Puis vient le moment qui va rester dans toutes les mémoires. Le moment que l'Europe ne peut pas ignorer. Le moment où l'alliance cesse d'être un secret de chancellerie et devient un fait visible depuis les quais de n'importe quel port méditerranéen. Octobre 1543. Dans la rade de Toulon, un spectacle que personne n'a encore jamais vu se déroule. Des centaines de galères ottomanes, le croissant flottant à leur proue, entrent dans le port les unes après les autres. Elles transportent entre 25 et 30 000 hommes. Des soldats, des marins, des janissaires, des corsaires. Leur commandant est le plus redouté des amiraux du monde, Khayr ad-Din, que les Européens appellent Barberousse, à cause, dit-on, de sa barbe rousse teinte au henné. Grand amiral de la flotte de Soliman, fondateur de la marine ottomane, terreur des côtes chrétiennes depuis des décennies. Il arrive à Toulon comme un invité, comme un allié. François Ier l'a invité. Pour comprendre ce que ce moment représente, il faut savoir ce que Toulon représentait à l'époque. Ce n'est pas encore le grand port militaire qu'il deviendra, mais c'est un port français, une ville française, habitée par des familles françaises, avec sa cathédrale, ses commerçants, ses pêcheurs. Et pour faire place à la flotte de Barberousse, François Ier ordonne l'évacuation de presque toute la population. Les femmes, les enfants, les vieillards, on leur demande de quitter leur maison, leur commerce, leur vie pour quelques mois, afin que l'armée du sultan puisse s'y installer. En échange, le roi les exempte de la taille pendant 10 ans. La cathédrale de Toulon, dit-on, fut transformée en mosquée pendant cet hivernage. Les chroniqueurs de l'époque sont partagés. Certains parlent d'une invasion déguisée. D'autres reconnaissent que les soldats ottomans, dont la majorité sont en fait des chrétiens de rite grec ou coptes reclassés dans la marine de Soliman, se conduisent avec plus de discipline qu'on ne le craint. Mais il y a des incidents, des vexations, des jeunes gens emmenés, des abus commis en toute impunité dans les faubourgs. Barberousse lui-même s'installe dans une grande savonnerie dont les consuls de Toulon ont fait rénover le mobilier à grands frais pour ne pas humilier leur hôte. Et la facture finale est astronomique. Quand au printemps suivant les Ottomans repartent, non sans avoir pillé des villages du golfe de Naples et de Calabre en chemin, au passage, histoire de ne pas rentrer les mains vides, François Ier leur a versé une fortune en or, en soieries, en vivres, en munitions.
800 000 écus d'or, disent certaines sources. Une somme qui représente plusieurs années des revenus ordinaires du royaume. Et le résultat militaire pour la France est pratiquement nul. Barberousse n'a pas pris Nice, dont le château a résisté. La campagne en Italie n'a rien donné de décisif. L'alliance coûte très cher pour rapporter très peu, du moins à court terme. Mais voilà, l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est que pendant tout cet hiver, la flotte impériale de Charles Quint n'a pas osé attaquer la Provence. La présence de 200 galères ottomanes dans le port de Toulon est le dissuasif le plus efficace qui soit. Et c'est peut-être pour cela que l'histoire retient cet hivernage comme un moment fondateur. La France vient d'utiliser l'alliance ottomane comme une arme de dissuasion. Elle a démontré qu'un roi chrétien peut faire appel à la force militaire d'un sultan musulman, ouvertement, sans honte, sans dissimulation, et que cela fonctionne. L'Europe est scandalisée, et la France survit. François Ier meurt en 1547. L'alliance franco-ottomane lui survit. C'est là une chose remarquable. Généralement, les pactes personnels entre souverains ne survivent pas à ceux qui les ont forgés. Mais Henri II, son successeur, perpétue la politique de son père avec la même cohérence. Les capitulations sont renouvelées, les ambassadeurs se succèdent à Constantinople, les opérations navales continuent de se coordonner à bas bruit. L'alliance n'est plus un scandale. Elle est devenue une réalité diplomatique que tout le monde connaît, que personne n'approuve publiquement et que tout le monde s'accommode de voir exister. Puis vient la génération suivante, et avec elle, un changement de sultan qui va modifier l'équilibre de la Méditerranée entière. Soliman le Magnifique meurt en 1566, en campagne, lors du siège de Szigetvar en Hongrie. Il a régné 46 ans. Son successeur, Sélim II, est un homme très différent. Là où son père était un stratège et un législateur, Sélim est un homme de cour, plus à l'aise dans les plaisirs du palais que dans les rigueurs du camp. Ses contemporains occidentaux l'ont surnommé Sélim le Ivrogne, ce qui dit tout sur la réputation qu'il s'est forgée. Mais ne nous y trompons pas. Derrière Sélim se trouve un réseau de vizirs et de fonctionnaires d'une efficacité redoutable. Et derrière les plaisirs du sultan se cache une ambition territoriale très précise. Sélim veut Chypre. L'île de Chypre est, en 1570, une possession de la République de Venise depuis presque un siècle. Elle est le carrefour de 3 continents, Europe, Asie, Afrique. Un nœud commercial d'une importance capitale, une escale pour les flottes qui sillonnent la Méditerranée orientale. Les Vénitiens y produisent du sucre, du coton, du vin. Ils y entretiennent des garnisons, des forteresses, un système défensif sophistiqué. Et depuis des décennies, ils paient aux Ottomans un tribut annuel pour que cette possession soit tolérée à la frontière de l'Empire. C'est un équilibre fragile, mais c'est un équilibre. Sélim décide de le briser. Au printemps 1570, la flotte ottomane débarque à Chypre. Nicosie, la capitale de l'île, tombe en quelques semaines. Ce qui s'y passe alors choque l'Europe entière. Les chroniques parlent de plus de 20 000 habitants massacrés ou réduits en esclavage. Les soldats ottomans transforment la cathédrale Sainte-Sophie de Nicosie en mosquée. Dans les jours suivant la prise, lors d'une cérémonie au cours de laquelle, dit-on, des prisonniers chrétiens sont sacrifiés. La nouvelle se répand dans toute l'Europe avec la vitesse que permettent les courriers à cheval et les navires à voile. Et partout, elle provoque le même mouvement d'horreur et d'indignation. Mais il reste Famagouste. La dernière grande place forte vénitienne de Chypre résiste. Son gouverneur, Marc-Antonio Bragadin, organise la défense avec moins de quelques milliers d'hommes contre une armée qui en compte des dizaines de milliers. Le siège va durer presque 1 an. Pendant ce temps, Venise cherche des alliés. C'est dans ce contexte, de Chypre assiégée, d'une Méditerranée en feu, d'une Europe divisée entre la foi et la politique, que nous devons comprendre ce que fait la France en 1571. Parce que la France de cette année-là n'est plus tout à fait la France brillante de François Ier ou d'Henri II. C'est un royaume déchiré, épuisé, saignant de ses propres conflits internes. Les guerres de religion ont commencé en 1562. Depuis lors, catholiques et protestants se massacrent sur le sol français avec une férocité qui épuise toutes les ressources du royaume. Le roi Charles IX n'a que 20 ans. C'est un jeune homme instable, épileptique selon certaines sources, qui règne dans l'ombre écrasante de sa mère, Catherine de Médicis, l'une des femmes politiques les plus calculatrices du siècle. Catherine, née florentine, élevée dans la tradition de Machiavel, raisonne en termes de survie dynastique. Elle n'a pas de principe absolu, elle a des intérêts. Et en 1571,
ses intérêts lui disent clairement que la France n'a rien à gagner à entrer dans une guerre maritime qui l'opposerait simultanément à l'Empire ottoman, son allié de 40 ans, et qui renforcerait l'Espagne, son éternel rival. Quand le pape Pie V envoie des messagers à Paris pour proposer à la France de rejoindre la Sainte Ligue qui se forme contre les Turcs, Catherine de Médicis reçoit les émissaires pontificaux avec toute la courtoisie qui s'impose, et dit non, poliment, diplomatiquement, définitivement. Il y a même un moment où le pape Pie V envisage de confier le commandement de la flotte chrétienne au frère du roi Charles IX, Henri, duc d'Anjou, 20 ans, brillant militaire qui vient de se couvrir de gloire dans les guerres de religion en battant les protestants à Jarnac et à Moncontour. Henri d'Anjou, commandant la Sainte Ligue contre les Turcs, ce serait un coup d'éclat pour la catholicité, une renaissance de l'idéal de croisade. Catherine de Médicis refuse. Laisser partir son fils préféré dans une aventure militaire en Méditerranée, alors que la France a besoin de tous ses généraux chez elle, hors de question. Ce refus contraint Pie V à chercher ailleurs. Il trouve. Et ce qu'il trouve va devenir l'un des personnages les plus romanesques du XVIe siècle. Don Juan d'Autriche a 24 ans au moment où il prend le commandement de la Sainte Ligue. Il est le fils naturel de Charles Quint, le grand ennemi que François Ier avait combattu toute sa vie, et le demi-frère du roi d'Espagne, Philippe II. Sa naissance illégitime lui interdit le trône, mais elle ne lui interdit pas la gloire. L'année précédente, en 1570, il s'est illustré en réprimant la révolte des Morisques dans les montagnes de Grenade. Une campagne brutale, mais victorieuse, qui lui a valu la confiance de son demi-frère royal. Maintenant, il reçoit un commandement autrement plus vaste, conduire les galères de toute la chrétienté contre la flotte du sultan. Philippe II d'Espagne lui donne les instructions avec la froideur calculatrice qui caractérise tout ce que fait ce roi, sombre et austère. Il recommande à Don Juan de ne pas chercher la bataille si on peut l'éviter. Don Juan, lui, ne cherche pas à éviter quoi que ce soit. Il cherche la gloire. Et il sait que pour un bâtard royal, la gloire est la seule noblesse accessible. Pendant l'été 1571, les flottes de la Sainte Ligue convergent vers Messine, au nord-est de la Sicile. Les galères arrivent les unes après les autres, venues de tous les ports chrétiens de Méditerranée. Les Vénitiens apportent leurs grandes galéas, ces navires massifs, plus lents que les galères, mais dotés d'une puissance de feu sans équivalent, capables de tirer de tous les côtés à la fois. Les Espagnols apportent leurs tercios, les unités d'infanterie les plus redoutables d'Europe, aguerris aux combats de Flandre et d'Italie. Les chevaliers de Malte, les galères génoises, les navires pontificaux, les vaisseaux savoyards. Tout ce que l'Europe catholique peut réunir se concentre en Sicile sous la bannière de Don Juan. Il manque un acteur, une puissance, un drapeau. La France n'est pas là. À Paris, le roi Charles IX a signé en secret un traité de neutralité avec la Sublime Porte. L'ambassadeur français à Constantinople maintient des contacts réguliers avec la cour du sultan. Et pendant que les galères chrétiennes s'assemblent à Messine, l'ambassadeur rend compte à Paris de l'état de la flotte ottomane, de ses mouvements, de ses intentions. Des informations que Paris ne transmet pas à ses alliés de la veille. Des informations qui restent dans les archives du secrétariat d'État, très loin des oreilles de Don Juan d'Autriche. Le 7 septembre 1571, une nouvelle catastrophique parvient à Messine. Famagouste est tombé. La dernière résistance vénitienne à Chypre a été brisée après 11 mois de siège. Le gouverneur Bragadin, qui avait défendu la ville avec un héroïsme remarquable et qui avait obtenu une capitulation honorable, a été trahi. Les Ottomans l'ont arrêté, lui ont coupé les oreilles et le nez, l'ont promené enchaîné comme un animal dans les rues de la ville, puis l'ont écorché vif. Sa peau, bourrée de paille, a été exhibée à Constantinople comme un trophée. Cette nouvelle, dans les galères rassemblées à Messine, produit l'effet qu'on imagine. Ce n'est plus seulement une guerre de territoire ou d'influence, c'est une vendetta. Et Don Juan, 26 ans, les yeux brillants, lève l'ancre le 16 septembre et met le cap sur les eaux grecques. 7 octobre 1571. L'aube se lève sur le golfe de Patras, à l'entrée du golfe de Corinthe. La mer est calme. Le vent, ce matin-là, souffle du côté ottoman, ce qu'on appelle le sirocco, le vent du sud qui pousse les galères turques vers leurs adversaires. La flotte ottomane, commandée par Ali Pacha, est ancrée depuis plusieurs jours dans le port de Lépante, à l'intérieur du golfe. Elle compte plus de 200 galères, soutenues par des dizaines de navires plus petits.
La supériorité numérique est du côté des Turcs, et les Ottomans ont une confiance immense. Depuis que Soliman a pris Rhodes en 1522, ils n'ont pas perdu une bataille navale importante en Méditerranée. 50 ans d'invincibilité. Mais il y a quelque chose que les Turcs n'ont pas bien évalué ce matin-là. Les galéas vénitiennes. Ces navires, 6 en tout, positionnés en avant de chaque aile de la flotte chrétienne, sont une arme nouvelle. Plus lents que les galères, ils ne peuvent pas manœuvrer avec la même agilité. Mais ils portent des dizaines de canons, disposés sur tous leurs flancs, capables de tirer dans toutes les directions. Quand les deux flottes s'approchent, ce sont les galéas qui ouvrent le feu les premières. Les boulets traversent les lignes ottomanes avant même que les galères se soient rejointes. Les navires turcs de tête sont désorganisés, percés, en feu. Ce qui devait être un affrontement entre deux murs de galères devient immédiatement quelque chose de plus chaotique, de plus dangereux, de plus imprévisible. Le vent, ironie suprême, tourne à mi-matinée. Il souffle maintenant en faveur des chrétiens. Don Juan est sur son navire amiral, la Royale d'Espagne. Il a fait ôter son casque pour que ses hommes puissent le reconnaître depuis les autres galères. Il se bat en première ligne, comme un soldat, ce que Philippe II lui a interdit, mais que Don Juan fait quand même, parce qu'il est Don Juan et qu'il croit que la gloire exige d'être visible. Dans le chaos de la bataille, son galère et celle d'Ali Pacha finissent par s'aborder. Les hommes de Don Juan prennent d'assaut le navire amiral ottoman. Ali Pacha est tué dans la mêlée. Sa tête tranchée est hissée au sommet du mât du navire chrétien. Le moral de la flotte ottomane, déjà entamé par le feu des galéas, par la désorganisation des premières heures, s'effondre en quelques minutes. Les galères turques qui peuvent fuir, fuient. Celles qui ne peuvent pas fuir, brûlent ou se rendent. En quelques heures, la bataille est terminée vers le milieu de l'après-midi. La flotte ottomane, réputée invincible depuis un demi-siècle, n'existe plus. Plus de 170 navires coulés ou capturés, des dizaines de milliers de morts, et plus de 15 000 galériens chrétiens qui brisent leurs chaînes dans les cales des galères conquises et sortent à la lumière du jour pour la première fois depuis des années. Dans cette bataille, un jeune soldat espagnol de 24 ans, nommé Miguel de Cervantes, se bat sur l'une des galères de la Ligue. Il reçoit 3 arquebusades, 2 dans la poitrine, 1 dans la main gauche. Sa main gauche restera paralysée pour toujours. Plus tard, dans ses écrits, il parlera de Lépante comme de la plus mémorable rencontre qu'aient vue les siècles passés et qu'espère voir les siècles à venir. Ne pouvant plus porter l'épée de la main gauche, il écrira de la main droite les aventures de Don Quichotte. Ce manchot de Lépante sera l'un des plus grands écrivains de l'histoire. Et pendant ce temps, la France n'est nulle part. Pas un seul navire français dans le golfe de Patras. Pas un seul soldat français sur ces galères. Quelques volontaires isolés, dit-on, se sont peut-être glissés dans les rangs maltais ou génois, à titre strictement personnel, sans instruction de Paris. Mais l'État français, lui, observe. L'État français est ailleurs. L'État français attend de voir ce que cette victoire va changer pour ses propres calculs. La réponse, Paris va la voir très vite, et elle ne sera pas celle qu'on attendait. La nouvelle de Lépante se répand dans toute l'Europe, avec la rapidité que permettent les courriers à cheval et les vents favorables. À Rome, le pape Pie V, qui, dit-on, a eu une vision mystique de la victoire au moment même où elle se produisait, bien avant qu'aucun messager ne puisse lui apporter la nouvelle, fait sonner les cloches de toute la ville. À Venise, on illumine la place Saint-Marc pendant plusieurs jours. En Espagne, Philippe II apprend la nouvelle en plein office religieux et selon certains témoins, reste impassible. Comme toujours. À Paris, Charles IX envoie à Constantinople une lettre dans laquelle il se félicite des nouvelles victoires des Ottomans. Car dans sa correspondance privée avec la Sublime Porte, le roi de France maintient le discours habituel. « Nous sommes vos amis. Nous n'avons rien à voir avec cette affaire. Nous sommes désolés pour vos pertes. » C'est la double langue de la diplomatie française de ce siècle. Et elle est assumée comme telle. Ce qui frappe, en étudiant cette période, c'est à quel point la position française n'est pas le résultat d'un calcul à courte vue. Catherine de Médicis et ses conseillers savent parfaitement ce qu'ils font. Ils savent que rester en dehors de Lépante va coûter cher à la France, en termes de réputation, en termes d'influence en Italie, en termes de relations avec la papauté. L'historien qui a étudié le règne de Charles IX note que la victoire des armes chrétiennes à Lépante, avec la faible participation de la France, aura pour conséquence l'éviction de la flotte française de Méditerranée et une perte de confiance des Autrichiens, Florentins, Lombards, Maltais ou Espagnols envers la couronne de France. Ce jugement est brutal.
Et il est exact. Mais voilà, la France n'a pas les moyens de faire autrement. Les guerres de religion ont épuisé ses finances, ses hommes, sa cohésion nationale. Elle n'a pas de grandes flottes de guerre en Méditerranée. Contrairement à l'Espagne ou à Venise, elle n'a pas investi depuis des décennies dans la puissance navale sur cette mer. Elle est déchirée entre des partis religieux qui se haïssent. Et si elle entre dans la guerre contre les Turcs, elle perd son alliance la plus précieuse, celle qui lui permet depuis 40 ans d'avoir un contrepoids à la puissance des Habsbourg. C'est le paradoxe de la position française au moment de l'épante. Elle est à la fois cohérente et suicidaire. Cohérente parce qu'elle suit une logique d'intérêt national implacable. Suicidaire parce qu'elle conduit la France à se couper de la Méditerranée, cet espace vital du commerce, de la culture, de la puissance, au moment précis où cet espace se redistribue. Et c'est ici que l'histoire prend un tournant que personne n'avait prévu. Ce qui se passe dans les semaines et les mois qui suivent l'épante est, à bien des égards, plus révélateur que la bataille elle-même. Commençons par Constantinople. Quand la nouvelle de la catastrophe parvient à la capitale ottomane, elle provoque d'abord un vent de panique. Le sultan Sélim, dit-on, fait transférer son trésor vers une ville de l'intérieur. Les enfants du sérail sont évacués. Des rumeurs circulent sur la chute imminente de l'Empire. On parle de flottes chrétiennes qui pourraient remonter vers les Dardanelles, menacer Istanbul elle-même. Pendant quelques jours, une cour entière retient son souffle. Puis entre en scène un homme que l'histoire retient rarement à la hauteur de ce qu'il mérite. Sokollu Mehmed Pacha, le grand vizir. Serbe de naissance, janissaire de formation, vizir par le mérite et l'intelligence, c'est lui qui dirige réellement l'Empire depuis des années, pendant que les sultans s'occupent des plaisirs du palais. C'est lui qui reconstruit ce que la mer de Patras vient de détruire. Il ordonne au chantier naval de Constantinople de travailler jour et nuit sans relâche. Sous son impulsion, en moins d'1 an, en moins de temps qu'il n'en faut à l'Europe pour mesurer sa victoire, l'Empire ottoman a reconstruit une flotte encore plus nombreuse qu'avant l'épante. Les coques sortent de l'eau les unes après les autres. Les mâts se dressent. Les rames sont taillées. L'Empire démontre une capacité industrielle de reconstruction que ses adversaires n'avaient pas anticipée. Et c'est à ce moment-là que Sokollu prononce, face à l'ambassadeur vénitien Marcantonio Barbaro, qui est venu constater par lui-même l'étendue des dégâts, une phrase qui est peut-être la plus lucide de toute cette histoire. Il lui dit, en substance, « Vous venez voir comment nous supportons notre malchance. En perdant Chypre, nous vous avons coupé un bras. En détruisant notre flotte, vous avez seulement rasé notre barbe. Un bras coupé ne repousse pas. Une barbe rasée repousse 2 fois plus forte. Voilà la différence entre une victoire et une victoire décisive. L'épante est une victoire. Elle n'est pas décisive. Et ceux qui le savent le mieux, au moment même où les cloches sonnent à Rome et à Venise, ce sont les diplomates français à Constantinople. Ceux qui, depuis leur poste d'observation privilégié au cœur du pouvoir ottoman, regardent les chantiers navals tourner à plat régime et comprennent que rien n'est terminé. 1 an après l'épante, la Sainte Ligue essaie de reconstruire sa dynamique. Don Juan d'Autriche repart en campagne. Mais quelque chose a changé. La mort du pape Pie V en mai 1572 prive la coalition de son âme. Pie V était cet homme extraordinaire, austère, dominicain, brûlant d'une foi absolue, qui avait réussi l'exploit de faire asseoir à la même table Venise et l'Espagne, 2 puissances qui se méfient l'une de l'autre depuis des décennies. Avec lui, disparaît la colle qui maintenait tout cela ensemble. Et très vite, les intérêts reprennent leurs droits. Venise est ruinée. La guerre a coûté des sommes colossales. Pire encore, la suspension du commerce avec l'Empire ottoman, commerce qui représente depuis des siècles la substance même de la prospérité vénitienne, est une saignée que la Sérénissime ne peut pas se permettre d'éterniser. Les marchands vénitiens qui vivaient à Constantinople depuis des générations, qui avaient leurs quartiers, leurs entrepôts, leurs réseaux, tout cela attendent que la paix revienne pour reprendre leurs affaires. Et Venise est avant tout une puissance commerciale. Elle a combattu à l'épante pour protéger ses intérêts. Maintenant que Chypre est perdue de toute façon, à quoi bon continuer ? En mars 1573, Venise signe une paix séparée avec l'Empire ottoman. Elle reconnaît formellement la possession de Chypre par le sultan, elle verse une indemnité, elle reprend son commerce. La Sainte Ligue, dont la création avait été un miracle diplomatique, s'évapore en moins de 2 ans. Don Juan se retrouve sans alliés cohérents. L'Espagne, débordée par la révolte des Pays-Bas qui commence à dévorer ses ressources humaines et financières, ne peut pas financer éternellement une croisade méditerranéenne que ses alliés abandonnent les uns après les autres. En 1574,
Les Ottomans reprennent Tunis. L'influence chrétienne au Maghreb est définitivement effacée. L'Empire ottoman, que les Lépante était censé avoir fracassé, gouverne toujours la Méditerranée orientale depuis Istanbul. Il règne sur Chypre, sur l'Égypte, sur les côtes de l'Afrique du Nord. La carte ne ressemble à rien de ce que les vainqueurs de Lépante espéraient dessiner. Et Paris observe tout cela depuis ses archives diplomatiques, depuis ses dépêches venues de Constantinople, depuis les rapports de ses ambassadeurs qui décrivent la renaissance de la puissance ottomane avec une précision presque clinique. La France a raté la gloire de Lépante. Elle n'a pas raté la leçon de l'après-Lépante. Mais voilà justement la question qui dérange. Parce que regarder la carte de la Méditerranée à la fin du XVIe siècle, c'est voir quelque chose de troublant. La France, la grande absente de Lépante, la traîtresse alliée aux Turcs, se retrouve dans une position curieuse. Elle n'a pas gagné la bataille, elle n'a pas perdu la bataille. Elle a observé de loin comment ses voisins se saignent à blanc pour remporter une victoire qu'ils n'ont pas su exploiter. Et l'historien qui examine cette situation avec quelques siècles de recul ne peut pas s'empêcher de noter quelque chose d'inconfortable. Dans les décennies qui suivent Lépante, la France ne disparaît pas de la carte. Au contraire, elle sort des guerres de religion après 1598 et l'édit de Nantes, épuisée mais intacte. Elle maintient son alliance ottomane. Elle conserve ses avantages commerciaux en Méditerranée orientale. Elle regarde l'Espagne s'épuiser contre les Pays-Bas, contre l'Angleterre, contre ses propres colonies américaines. Et progressivement, sans grande bataille navale à son crédit, sans croix sur son étendard et sans croisade à son nom, elle se repositionne comme la puissance dominante de l'Europe continentale. Mais il y a un prix, et ce prix est réel. La France paie son absence de Lépante en perdant définitivement son influence en Méditerranée. Les princes italiens, les États pontificaux, les Maltais, les Génois, tous ceux qui ont combattu à Patras et regardé le drapeau français manquer à l'appel, ne l'oublient pas. La confiance que ces puissances auraient pu accorder à Paris est taillée en paille. La France n'est pas une puissance maritime méditerranéenne. Elle ne le sera jamais vraiment. L'Espagne hérite de la Méditerranée occidentale. Les routes commerciales du Levant restent aux mains des Vénitiens, des Génois, des Ragusins, tous des acteurs qui savent naviguer entre le sultan et les papes, sans avoir besoin d'être alliés à l'un ou à l'autre de façon permanente. La France, elle, a choisi. Et ce choix l'a coupé d'une mer. Mais peut-être faut-il poser une question différente. Peut-être que la vraie question n'est pas « la France a-t-elle perdu la Méditerranée ?» Peut-être que la vraie question est « qu'est-ce que la France a inventé dans le processus ?» Réfléchissons à ce que représente l'alliance franco-ottomane dans l'histoire des idées politiques. Avant 1525, avant la demande de Louise de Savoie à Soliman, avant les capitulations de 1536, la logique des relations internationales en Europe repose sur un principe très simple. Les souverains chrétiens peuvent se faire la guerre entre eux pour des terres, des dots, des successions. Mais face à l'islam, ils sont censés présenter un front uni. C'est l'idéal de la chrétienté. L'idée que la foi partagée crée une solidarité politique plus forte que tous les intérêts particuliers. C'est au nom de cet idéal que les croisades ont été lancées. C'est au nom de cet idéal que les papes ont prétendu arbitrer les conflits entre princes chrétiens. François Ier brise cet idéal. Pas par cynisme, pas par impiété, mais par lucidité. Il dit, sans le dire explicitement, en actes plutôt qu'en mots, que l'intérêt national d'un État transcende la solidarité religieuse. Que les papes ont beau tonner, que l'Europe entière a beau crier au scandale, la France survivra mieux en s'alliant avec le sultan qu'en se fondant dans une coalition chrétienne qui sert avant tout les intérêts de son ennemi, Charles Quint. Ce glissement est fondamental. Il invente quelque chose que les historiens appellent parfois la raison d'État. L'idée que l'État a sa propre logique de survie et d'expansion, distincte des considérations morales ou religieuses. L'État n'est ni catholique ni musulman. L'État a des intérêts, et ces intérêts commandent ses alliances. Ce n'est pas un concept abstrait. C'est une révolution concrète dans la façon dont les humains organisent leur coexistence. Et elle vient de France. Du François Ier, qui préfère la vie de ses fils otages à l'honneur d'une croisade. De la Louise de Savoie, qui envoie en secret des émissaires à Constantinople. Du Jean de la Forêt, qui installe le premier ambassadeur permanent d'un pays chrétien à la cour du sultan. Richelieu, le cardinal rouge du siècle suivant, ce prêtre catholique qui subventionnera les princes protestants allemands pour affaiblir les Habsbourg, m'inventera rien.
Il perfectionnera ce que François Ier a déjà accompli. Et dans le courant du XVIIe siècle, tous les États européens adopteront cette logique. L'intérêt national d'abord, la solidarité religieuse ensuite. C'est cette transformation qui rend possible le système des États souverains tel que le traité de Westphalie de 1648 le formalisera. Un monde où les États coexistent sans reconnaître d'autorité supérieure, ni papale, ni impériale, et où chaque alliance est possible, chaque rapprochement est concevable, du moment qu'il sert les intérêts des parties concernées. Nous vivons encore dans ce monde. Il porte l'empreinte de ces décisions prises entre 1525 et 1571 sur les rives de la Méditerranée. Et pourtant, quelque chose se perd dans cette transformation. Quelque chose que l'histoire retient rarement, parce que les perdants n'écrivent pas les livres. Ce qui se perd, c'est l'idée que les alliances peuvent reposer sur autre chose que le calcul, que deux États peuvent être liés non seulement par leurs intérêts du moment, mais par des valeurs partagées, par une vision commune de ce que devrait être le monde. La croisade était une idée folle, souvent brutale, parfois criminelle. Mais elle était aussi l'expression d'une tentative, imparfaite, contradictoire, de construire une communauté politique plus large que le seul intérêt national. Lépante est le dernier moment où cette idée se matérialise vraiment. C'est la dernière fois qu'une coalition d'États européens se forme autour d'un principe partagé, la défense de la chrétienté, plutôt qu'autour d'un intérêt calculé. La Sainte Ligue de Pie V n'est pas motivée par le profit. Elle est motivée par quelque chose qui ressemble à une conviction. Et elle gagne, mais elle gagne pour rien. Parce qu'au lendemain de la victoire, chacun reprend ses calculs, ses rivalités, ses intérêts. Venise pense à ses marchands, l'Espagne pense aux Pays-Bas, et la France, qui n'était même pas là, reste tranquillement alliée au sultan. C'est cette ironie-là que l'histoire retient rarement. La seule puissance qui avait adopté la logique du monde moderne avant les autres, la France, était aussi la seule puissance qui ne pouvait plus prétendre défendre une vision du monde. Elle avait gagné en pragmatisme ce qu'elle avait perdu en idéal. Revenons maintenant à la question qui ouvre toute cette histoire. Pourquoi la France a-t-elle choisi l'alliance ottomane ? Et surtout, quel monde ce choix a-t-il créé ? Pensons-y comme à une équation à plusieurs termes. Premier terme, la France survit à l'encerclement habsbourgeois. L'alliance avec Soliman empêche Charles Quint de concentrer toutes ses forces sur Paris. Elle crée un front de distraction permanent, en Hongrie, en Méditerranée, sur les côtes espagnoles, qui maintient l'Empire occupé. Sans cette alliance, la France est peut-être absorbée, démembrée, réduite à un satellite des Habsbourg. Avec elle, elle reste souveraine. Deuxième terme, la France invente la diplomatie permanente. Jean de la Forêt, premier ambassadeur résidant à Constantinople, est le modèle de ce que tous les États vont faire ensuite. Au début du règne de François Ier, la France a un seul représentant permanent à l'étranger. À la fin de son règne, elle en a 10. Ce réseau diplomatique, construit pour gérer l'alliance ottomane, mais étendu rapidement à toutes les cours d'Europe, deviendra l'un des instruments les plus puissants de la puissance française. Troisième terme, la France cède la Méditerranée. Elle n'y a jamais vraiment de flotte militaire capable de rivaliser avec l'Espagne ou avec Venise. Lépante cristallise cette absence. Après 1571, la Méditerranée est une mer espagnole à l'ouest et ottomane à l'est. La France n'est qu'un acteur commercial, un acteur protégé par ses capitulations, certes, mais un acteur de second rang dans la géographie navale de cette mer. Quatrième terme, et c'est le plus paradoxal, en perdant la Méditerranée, la France regarde à l'Atlantique. Ce glissement est réel, même s'il n'est pas entièrement délibéré. Les grandes aventures coloniales françaises, les premières expéditions vers l'Amérique du Nord, le développement de ports atlantiques comme La Rochelle et plus tard Bordeaux, tout cela se construit dans les décennies qui suivent Lépante. La France rate la Méditerranée de 1571. Elle ne ratera pas le Canada, ni les Antilles, ni l'océan Indien. L'atlas de la présence française dans le monde que l'on connaît aujourd'hui est, en partie, la conséquence de cette absence au golfe de Patras. Il y a une dernière chose à comprendre, une chose que les historiens notent parfois en passant, mais qui mérite d'être dite clairement. L'alliance franco-ottomane, née du désespoir de 1525, consolidée par les capitulations de 1536, matérialisée par Barberousse à Toulon en 1543, invisible à Lépante en 1571, cette alliance ne disparaît pas après.
Elle continue. Pendant des décennies encore, Paris et Constantinople maintiennent leurs liens. Les ambassadeurs se succèdent, les capitulations sont renouvelées en 1581, en 1604, en 1673. Chaque nouveau sultan reçoit l'ambassadeur de France avec les honneurs dus à un allié de premier rang. Cette relation dure, sous des formes différentes, jusqu'à la Première Guerre mondiale, presque 4 siècles. C'est l'une des alliances les plus longues de l'histoire diplomatique. Et elle repose, depuis son premier jour, sur un principe que François Ier a formulé sans le nommer. Les États n'ont pas d'amis permanents. Ils ont des intérêts permanents. C'est cette phrase, souvent attribuée à Palmerston au XIXe siècle, mais vécue par la France au XVIe, qui résume ce que Lépante nous apprend vraiment. Pas que la France est lâche, pas qu'elle trahit la chrétienté, mais que la France est le premier État moderne au sens plein du terme, un État qui calcule, qui pèse, qui choisit ses alliés non pas selon ce qu'ils croient, mais selon ce qu'ils peuvent faire. Un État qui regarde le sultan de Constantinople et voit non pas l'ennemi de sa foi, mais un partenaire stratégique, utile dans une géopolitique complexe. Mais il serait trop simple de conclure que la France a eu raison et que les autres ont eu tort. L'histoire est rarement aussi généreuse avec les vainqueurs supposés. Parce que cette même logique, l'intérêt national d'abord, les valeurs ensuite, est aussi celle qui conduit à Saint-Barthélemy. En août 1572, moins d'un an après Lépante, la France massacre des milliers de ses propres protestants dans les rues de Paris. C'est la même Catherine de Médicis. C'est le même Charles IX. C'est la même cour qui a si froidement calculé qu'il ne fallait pas envoyer de navire à Patras. Le pragmatisme qui choisit ses alliances selon les intérêts peut aussi choisir ses victimes selon les intérêts. Et cette leçon-là est peut-être la plus sombre de toute cette histoire. Le monde que François Ier et ses successeurs ont contribué à inventer, un monde d'États souverains sans arbitre supérieur, un monde où chaque alliance est possible et chaque trahison est concevable, est un monde plus stable dans ses équilibres et plus brutal dans ses pratiques. Sans le pape pour interdire les guerres injustes, sans la solidarité de la chrétienté pour limiter la violence, les États font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent n'est pas toujours beau. Lépante est le tournant symbolique entre deux mondes. L'ancien monde, où la religion définit les alliances, et le nouveau, où les intérêts les définissent. La France est du côté du nouveau. Elle l'a choisi par nécessité, puis par conviction, puis par habitude. Et ce choix a eu des conséquences immenses, certaines brillantes, d'autres terribles. Qu'est-ce que tout cela nous dit aujourd'hui ? Nous vivons dans un monde où la logique que François Ier a contribué à inventer est devenue universelle. Les États-Unis s'allient avec des régimes dont ils condamnent les pratiques. La Chine commerce avec des pays qu'elle considère idéologiquement adverses. La France elle-même, héritière directe de François Ier, vend des armes à des régimes dont elle critique les violations des droits humains. Personne, dans aucune chancellerie du monde, ne croit plus sincèrement à la solidarité idéologique comme fondement d'une politique étrangère durable. Nous sommes tous, en un sens, les héritiers de cette décision prise en 1525 par une régente désespérée qui a envoyé en secret des messagers à Constantinople. Et pourtant, chaque génération redécouvre la même question. Est-ce suffisant ? Un monde sans valeurs partagées, sans principe supérieur à l'intérêt national, tient-il vraiment ? Ou finit-il par produire un Lépante permanent ? Des guerres sans fin, entre des puissances qui calculent sans jamais coopérer, sans jamais construire quoi que ce soit ensemble. La France de 1571 n'avait pas la réponse. Nous ne l'avons pas non plus. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire, si ancienne, si lointaine dans ses galères et ses sultans, nous parle encore. L'eau du golfe de Patras est bleue et tranquille aujourd'hui. Les archéologues qui ont plongé dans ses profondeurs au tournant de ce siècle ont remonté des rames, des boulets, des fragments de galères, quelques ossements, les restes d'une journée qui a changé quelque chose dans l'ordre du monde, sans que personne, ce matin du 7 octobre 1571, ne sache exactement quoi. Des milliers de galériens libérés ce jour-là rentrent chez eux après des années de chaîne, la plupart sans nom dans les archives, absents des grandes peintures qui célèbrent la victoire, dont Ruan d'Autriche meurt quelques années plus tard, à 31 ans, d'une fièvre en Flandre, sans avoir jamais obtenu le trône qu'il rêvait de conquérir. Le pape Pie V ne vit pas assez longtemps pour voir sa coalition se désintégrer. Sokolou Mehmed Pacha reconstruit la flotte ottomane et gouverne encore 8 ans avant d'être assassiné par un fanatique. Et la France ? La France regarde la Méditerranée de loin, comme elle l'a toujours fait depuis 1543,
et ses galères de Barberousse dans le port de Toulon. Elle maintient son ambassadeur à Constantinople. Elle renouvelle ses capitulations. Elle continue de jouer le jeu qu'elle a inventé, celui d'un État qui ne croit en rien d'autre qu'en lui-même, et qui, pour cette raison précisément, survit à presque tout. Est-ce un modèle? Est-ce une leçon? Est-ce une tragédie? Peut-être les trois à la fois. C'est souvent ce que l'histoire produit de plus honnête. Si vous avez aimé ce voyage au cœur de la Méditerranée du XVIe siècle, ses sultans et ses rois, ses galères et ses ambassadeurs, ses décisions prises dans le secret des cours et qui ont redessiné le monde, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur j'aime, et laissez-nous en commentaire le personnage de cette histoire qui vous a le plus surpris. François Ier, qui choisit Soliman contre le pape? Barberousse, ce corsaire devenu amiral et allié d'un roi chrétien? Sokolou, ce grand vizir serbe qui reconstruit un empire en moins d'un an? Don Juan d'Autriche, ce bâtard flamboyant qui cherche la gloire dans une bataille que personne n'a su exploiter? L'histoire appartient à ceux qui posent les bonnes questions. Et ces questions-là n'ont pas de réponse simple. C'est pour cela qu'elles valent la peine d'être posées.